pendant 2 mois, le garçon se rendit chaque matin au commissariat avec la même détermination tranquille. À chaque fois, il portait un seul morceau de papier, froissé et fragile à force d'avoir été plié et déplié d'innombrables fois. La première fois que cela s'est produit, le chef de la police, assis à l'intérieur avec son café du matin, a remarqué la petite silhouette et a donné un ordre désinvolte par l'interphone. Les amis, profitez du calme. On dirait qu'on a de la compagnie. Dehors, l'enfant s'approcha de la porte de la gare. Il n'avait pas plus de 7 ans, ses vêtements étaient fins et usés, ses cheveux ébouriffés par le vent de l'aube. Ses yeux étaient lourds, non seulement à cause du manque de sommeil, mais aussi à cause de quelque chose de plus profond. « Salut, mon petit », dit le lieutenant Raymond Owens en sortant. Il s'accroupit d'une voix douce mais alerte. « Que fais-tu ici si tôt ? Le soleil n'est même pas encore levé. » Le garçon ne parla pas. Ses doigts, rosis par le froid, se déplièrent lentement pour révéler le billet déchiré. Plié soigneusement en 4, le papier était effiloché sur les bords et portait de légères taches grises, comme de la cendre frottée à sa surface. Sa petite main tremblait de peur, de froid, ou des deux, Raymond n'aurait su le dire. Raymond prit le papier, les sourcils levés. Il le déplia soigneusement et plissa les yeux pour observer les légères traces de crayon. L'écriture était irrégulière, difficilement déchiffrable, comme si elle avait été écrite à la hâte ou d'une main hésitante. Même. Mon, murmura-t-il à voix haute, marquant une pause tandis que la phrase se dissolvait en un dédale de lignes chaotiques. Il laissa échapper un petit rire. Tu écris ça pour l'école ou quoi? Qu'est-ce que tu fais pour venir jusqu'ici avec ça? Toujours pas de réponse. Le regard du garçon restait fixé sur Raymond, les yeux écarquillés, silencieux, désespéré de dire quelque chose, mais prisonnier de l'incapacité ou de la peur de parler. Tu me rappelles mon petit-fils, dit doucement Raymond en pliant le mot et en le lui rendant. Mais ça? La prochaine fois, donne ça à ton professeur, pas à la police. Maintenant, rentre chez toi avant que tes parents ne s'inquiètent. Le garçon ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, lentement, puis se détourna. Ses pas étaient lourds, comme si chacun lui prenait plus d'énergie qu'il n'en avait à donner. Raymond le regarda partir. Quelque chose dans son ventre s'agita, mais il secoua la tête et retourna à l'intérieur. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à filtrer à travers l'horizon gris du centre-ville de New York, le portail grinça de nouveau. Martin était de retour. Il portait toujours les mêmes vêtements usés. Ses joues étaient rouges de froid. Mais maintenant, une petite coupure sur son front était visible, fraîche, à vif et couverte de crasse. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas parlé. Il s'est simplement approché du portail, a tendu le même morceau de papier et a attendu. Raymond le remarqua de loin et fronça les sourcils. Il sortit lentement, ressentant déjà un étrange mélange de confusion et d'inquiétude. « Encore toi » demanda-t-il en s'accroupissant. « Comment t'appelles-tu, mon garçon » Le garçon leva les yeux et, pour la première fois, répondit. « Martin. »« Martin. Quel est ton nom de famille » Silence. « Où sont tes parents ? Pourquoi viens-tu ici tous les matins » Martin ne répondit pas. Il tendit simplement le mot, ses petits doigts le serrant comme une bouée de sauvetage. Raymond soupira et le rouvrit. Les mêmes gribouillis indéchiffrables. Mais cette fois, quelque chose le tiraillait. Une étrange sensation comme si le message se trouvait juste sous la surface, attendant d'être découvert. « Où habites-tu » demanda-t-il à voix basse. Martin ne dit rien. Il recula, se retourna et s'enfuit dans les rues de la ville. Et ainsi de suite. Jour après jour. Semaine après semaine. Beau temps, mauvais temps, Martin arrivait. Chaque matin, avant même que la gare ne bouge, il se tenait dehors. Les matins moroses où les hommes adultes s'enveloppaient d'écharpes et de couches de vêtements, Martin arrivait dans le même manteau fin. Certains jours, il était trempé jusqu'aux os, grelottant sous l'auvent. D'autres fois, il attendait simplement, immobile, les yeux fixés sur la porte de la gare comme si elle allait un jour s'ouvrir pour le sauver. Certains des jeunes officiers commencèrent à le reconnaître. Ils plaisantèrent, légèrement et avec dédain. « Voilà notre petit réveil » dit l'un d'eux en riant. « Le gamin s'entraîne déjà pour devenir policier » a souri un autre. Mais tout le monde n'a pas ri. L'infirmière Lucy Harris, secouriste de la station, l'observait attentivement. Elle en a parlé lors d'un déjeuner tranquille avec Raymond.
Ce garçon. Il est là tous les matins, et quelque chose ne va pas, dit-elle d'une voix ferme. Ses yeux sont toujours rouges. Il est pâle. Ce n'est pas un jeu. Raymond haussa les épaules avec lassitude. Lucie, j'ai essayé. Il ne dit rien. Juste ce papier. Peut-être qu'il ne sait pas comment le dire. Ou peut-être qu'il a trop peur, dit-elle. Mais ses yeux. Raymond, les enfants ne regardent pas les adultes comme ça, sauf en cas de problème grave. Raymond ne répondit pas. Mais les mots restèrent gravés dans sa mémoire. Puis, vers la fin de la 4e semaine, juste avant minuit, par une nuit de froid intense, l'inspecteur principal Henri Ramsay revint d'une longue enquête, une personne disparue, sans issue. Il était épuisé, sa grande silhouette courbée par l'épuisement. En sortant de sa voiture, la lueur jaune des lumières de la station vacilla sur le trottoir glacé. Puis il le vit, lui et Martin recroquevillés sur les marches de béton de l'autre côté de la rue, les bras autour des genoux, sans dormir, juste le regard fixe. Ses yeux étaient creux. Son souffle était une brume légère dans le froid. Le garçon ressemblait à une statue abandonnée aux intempéries. Henri s'approcha lentement, ses bottes craquant le givre. « Salut, mon pote, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes parents? » Pas de réponse. Henri n'hésita pas. Il retira son manteau et l'enroula autour du corps tremblant du garçon. « Tu dois avoir froid. » Toujours le silence. Martin fouilla lentement dans le manteau et en sortit le papier froissé, usé, mais toujours là. Henri la prit. Il avait entendu des murmures à propos de ce gamin, le soi-disant « réveil », celui avec les lettres incompréhensibles. Personne n'y avait prêté attention. Il ouvrit le mot. Les mêmes traits de crayon brouillé le fixaient. Mais quelque chose de faible attira son attention au verso de la page, si léger qu'il en était presque invisible, comme écrit avec désespoir et vite effacé. « Aidez ma mère. Elle est au sous-sol. » Le cœur d'Henri se figea. Il regarda Martin, dont le visage était pâle à cause de la faim et du froid, mais dont les yeux brûlaient maintenant, non pas de peur, mais d'urgence. « Mon Dieu, murmura Henri. Depuis combien de temps apportes-tu ça? » Martin répondit d'une voix à peine haletante. 2 mois. Henri se leva brusquement. Raymond. Lucie. Tout le monde, sortez, cria-t-il en brandissant le journal. On a un problème. La station s'est mise en branle. Les officiers sont sortis en masse, les voix s'élevaient, les radios grésillaient. L'air glacial était désormais suffocant, empli d'une tension bien plus forte que le vent hivernal. Plus besoin d'ignorer les enfants comme ça, grogna Henri, les yeux féroces. Plus tard, dans la salle de réunion éclairée au néon, Henri posa le papier à plat au centre de la table. L'écriture, à peine visible, scintillait sous la lumière. « Tu le vois maintenant » dit-il d'une voix sèche mais douce. Ce n'était pas une farce. C'était un appel à l'aide. De l'autre côté de la pièce, le lieutenant Raymond Owens était assis en silence, la gorge serrée par la culpabilité. J'ai lu ce mot une douzaine de fois. Cette phrase n'y était jamais. Je jure qu'elle n'y était pas. Peut-être que le garçon l'a ajoutée plus tard. L'infirmière Lucie Harris secoua doucement la tête. Ou peut-être était-il trop faible pour être visible avant. Quoi qu'il en soit, il revient avec le même morceau de papier froissé tous les jours. Depuis 2 mois. Henri fronça les sourcils. Où est Martin maintenant? À l'infirmerie, répondit doucement Lucie. Je lui ai donné de la soupe chaude. Il n'a que la peau sur les os, couvert de bleu, mais il ne se plaint jamais. Pas une seule fois. Le silence retomba dans la salle. Des regards inquiets se croisèrent parmi le personnel, des expressions empreintes de culpabilité, de honte et d'un sentiment naissant de responsabilité. Henri resta un moment immobile, absorbé par le silence. Puis il se redressa et parla avec une force tranquille. À partir de maintenant, Martin est notre mission. Notre priorité absolue. Nous allons suivre l'affaire jusqu'au bout. S'il dit que sa mère est enfermée dans une cave, alors nous la trouverons, coûte que coûte. Le lendemain matin, alors que le givre collait encore aux vitres, Martin était de retour. Debout, silencieux, devant le portail de la gare. Bien qu'il ait dormi dans un lit chaud, mangé une soupe chaude et été baigné de gentillesse pour la première fois depuis des mois, le garçon s'était éclipsé à l'aube. Personne ne le remarqua jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau dehors,
à peine plus qu'une ombre, un pull en lambeaux accroché à sa silhouette frêle, serrant ce même morceau de papier. Ses chaussures étaient déchirées, ses semelles claquaient. Les manches de son pull lui pendaient aux mains, comme si elles étaient destinées à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui n'en avait plus besoin depuis longtemps. Il ne semblait pas à sa place dans les soins qu'il avait reçus. Il était revenu à son rôle, celui de messager, de témoin silencieux, porteur d'une supplication venue d'un endroit que le reste du monde avait ignoré. Quand Lucie l'aperçut par la fenêtre, son cœur se serra. Elle se précipita dehors, lui enroula un foulard autour du cou et s'agenouilla devant lui. « Martin, » murmura-t-elle doucement, « tu n'as plus besoin de faire ça. Tu n'as plus besoin d'apporter le journal. On t'aide maintenant, tu te souviens. » Martin ne répondit pas. Il baissa la tête, serrant plus fort le billet froissé, les jointures blanches de froid et de peur. Lucie posa une main sur son bras. « Est-ce parce que tu as peur, peur que si tu ne lui transmets pas le message, personne ne vienne la chercher? Que ta mère ne soit pas sauvée? » Il la regarda alors, les yeux pleins de larmes qui ne coulaient jamais, les mots piégés derrière des lèvres silencieuses. À cet instant, Henri sortit. Un épais manteau l'enveloppait, une tasse de café fumant à la main. Il se figea en voyant Martin, le poids du moment pesant sur lui. Il s'approcha lentement et s'accroupit pour croiser le regard du garçon. « Bonjour, petit héros, dit-il doucement. Te souviens-tu de ton adresse? Ou peut-être de la rue que tu empruntes chaque matin? » Martin fit un léger signe de tête. « Peux-tu nous y emmener? » Pour la première fois depuis son arrivée, Martin prononça plus de 2 mots. Sa voix était à peine audible. « Je n'ai pas le droit de parler. » La mâchoire d'Henri se crispa. Il échangea un regard avec Lucie. Puis il se retourna. « Qui t'a dit ça, Martin? Qui t'a dit que tu n'avais pas le droit? » Les épaules du garçon tremblaient. Ses lèvres se pincèrent. Il ne répondit pas. « Tout va bien, » dit doucement Lucie en lui repoussant les cheveux en arrière. « Tu es en sécurité maintenant. Ceux qui t'ont blessé ne peuvent plus t'atteindre. » Pourtant, Martin baissa les yeux, silencieux. Henri se leva et se tourna vers l'agent Raymond. « Je veux les images de vidéosurveillance de l'entrée principale des 2 derniers mois. Chaque matin. Je veux voir d'où il vient. » Dans la faible lueur de la salle de surveillance, ils rembobinèrent cassette après cassette. L'écran montrait clip après clip l'arrivée de Martin. Parfois sous la pluie, parfois dans le vent mordant. Toujours seul. Toujours sur le même chemin débouchant d'une ruelle étroite au sud de Whispering Glen, à la limite des bidonvilles. « Mets-le en pause, » dit Henri d'un ton sec, en pointant le moniteur. La caméra zooma sur un cadre. L'image était floue, mais un détail saisissant sautait aux yeux, un bleu sombre et récent encerclant le petit poignet de Martin. « Bon sang » murmura Raymond, la voix brisée. Lucie se tenait à côté d'eux, les poings serrés, les yeux humides de larmes. La voix d'Henri était basse, ferme. « Je prends cette affaire en charge. Je veux que mon équipe soit prête à fouiller chaque maison de Whispering Glen. »« Mais monsieur, » protesta un jeune officier. « C'est le chaos dans cette zone. Ça fait partie de la zone de relogement ratée. Des criminels, des squatteurs, c'est le chaos. » Henri se retourna, le regard perçant. « Raison de plus. On a laissé un enfant de 5 ans frapper à notre porte pendant 2 mois, et personne ne nous a écoutés. C'est fini maintenant. » Cet après-midi-là, Henri mena une équipe de 4 personnes à Whispering Glen. Le quartier était un véritable havre de paix, bâtiments en ruine, fenêtres condamnées et une forte odeur de pourriture. Les détritus jonchaient les rues comme des souvenirs oubliés. Raymond marchait à ses côtés. « Les gens ici, ils ont peur de la police. Ils ne veulent pas parler. Alors nous frappons à toutes les portes, » répondit Henri. La maison numéro 17 attira immédiatement l'attention d'Henri. La porte était pourrie, les fenêtres étaient fermées par d'épais rideaux, et la silhouette floue d'un cadenas autrefois utilisé de l'extérieur était encore visible. « Celle-là, » dit Henri. « Qu'est-ce qu'on sait? » Raymond consulta sa tablette. Julian Fields. Antécédent de violence conjugale. Suspect dans 2 affaires de disparition en 2018. Les 2 femmes. Les accusations n'ont jamais été retenues, pas de témoins, pas de preuves. Henri n'hésita pas, appelez des renforts. Il nous faut un mandat. En attendant, l'équipe frappa aux portes des maisons voisines. Au numéro 15,
une femme âgée nommée Mary Garrison ouvrit sa porte. Dès qu'elle aperçut Henry, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es là pour ce garçon, n'est-ce pas » Le maigre, comme un petit bâton. Henry s'avança. « Tu l'as vu » ? Tous les matins. Il passe juste devant ma fenêtre. Il sort toujours du numéro 17. Seul. Comme s'il avait peur d'être vu. Avez-vous entendu quelque chose d'étrange ? Marie hésita. Sa voix baissa. Pleurer. Une fois, j'ai entendu une femme crier. Mais ça s'est arrêté. J'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas m'impliquer. Les mains d'Henry se crispèrent. Lorsque le mandat arriva, ils retournèrent au numéro 17. Le ciel prenait une teinte gris cendré profond. La maison se dressait comme un cadavre, immobile, froide. Julian Fields, hurla Raymond. C'est la police. Pas de réponse. Décomposez-le. La porte céda dans un grand craquement. À l'intérieur, l'air était chargé de crasse. Nourriture pourrie, moisissure, et pire encore. De minuscules empreintes de pas, celles de Martin, parsemaient le sol, menant à la cuisine. Fouillez chaque pièce. Un jeune officier, Evan Morris, cria quelques instants plus tard, « Trappe !» Sol de la cuisine. Ils se précipitèrent. Cachée sous un tapis délabré se trouvait une trappe au gond rouillé. La serrure était fragile et se brisa d'un seul coup. Henry l'ouvrit et une bouffée d'air s'éleva de l'obscurité en dessous, froide, putride, comme le souffle de quelque chose enterré vivant. Lampe de poche. On descend. Ils descendirent un, chaque pas résonnant à leurs oreilles. Le faisceau de la lampe de poche d'Henry traversa l'ombre, puis s'arrêta. Mouvement. Respiration. Chaîne. Et puis, les yeux. Larges, enfoncés, terrifiés. Dans un coin, à peine debout, une femme leva les yeux. Son visage était pâle, son corps tremblait. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Henry s'avança, murmurant « Hélène ». Martin avait dit la vérité. Sa mère était là. Et pas seulement elle, d'autres aussi. Le sous-sol était un véritable cimetière pour les vivants. 4 femmes au total, les membres liés à des barres de fer rouillées, leurs vêtements réduits en lambeaux. Des cicatrices, anciennes et récentes, couvraient leur corps. L'air était lourd de désespoir. Le silence de leur souffrance résonnait plus fort que n'importe quel cri. La lampe de poche d'Henry se déplaçait lentement sur les murs. Chaque visage touché par la lumière, chaque silhouette brisée qu'elle illuminait, était une vie que quelqu'un avait choisi d'oublier. Mais pas Martin. Il s'en souvenait. Et c'est grâce à lui qu'ils ont été retrouvés. Hélène, appela doucement Henry, sa voix brisant le lourd silence. Dans le coin sombre du sous-sol, la frêle silhouette s'agita. Ses paupières s'ouvrirent brusquement, puis se refermèrent brutalement sous la lumière crue. Au bout d'un moment, elle les rouvrit de force, clignant des yeux pour résister à la lumière. « Où est Martin » murmura-t-elle, sa voix rauque et cassante, comme du papier déchiré trop de fois. Henry sentit sa gorge se serrer. S'agenouillant à côté d'elle, ses mains s'activèrent rapidement pour dénouer les cordes qui lui liaient les poignets et les chevilles. « Il est en sécurité maintenant, Hélène. Ton fils nous a amenés ici. C'est grâce à lui que nous t'avons trouvé. » Hélène ne répondit pas. Son visage se décomposa tandis que des larmes silencieuses traçaient des lignes nettes à travers la crasse de ses joues creuses. L'agente Sophia Newton s'est précipitée sur les lieux et a immédiatement porté secours à Henry alors qu'il s'occupait de la victime suivante. « Nous avons besoin d'équipe médicale, tout de suite » a hurlé Henry. « Appelez les ambulanciers. Il n'y a ni ventilation, ni nourriture, ni eau. » Des pas retentirent dans les escaliers lorsque Raymond apparut, les bras chargés de bouteilles d'eau et de barres énergétiques. Il s'arrêta net devant le spectacle qui s'offrait à lui, les yeux écarquillés. « Mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que ça se passait sous notre nez. » Une femme décharnée aux mèches de cheveux emmêlés, identifiée plus tard comme Lisa Morris, se redressa, les bras tremblants. Sa voix, rauque et inégale, rompit le silence stupéfait. « Ce monstre, il nous a enfermés ici pendant 12 jours. Pas de lumière. Pas de sortie. Juste la peur. » Hélène, remarquant à peine l'agitation autour d'elle, marmonna à nouveau d'une voix fantomatique, « Martin, où est-il » ? « On s'occupe de lui, dit doucement Henry, essayant de calmer ses émotions.
Il est en sécurité. Ce petit garçon, c'est l'âme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Alors que les secouristes commençaient à sortir les femmes une par une du sous-sol, le monde extérieur explosa au son des sirènes, des gyrophares bleus et rouges et des murmures de la foule. Le coin de Whispering Glen se transforma en une scène d'urgence chaotique tandis que les voisins sortaient de chez eux, le visage empreint d'horreur et d'incrédulité. Près des ambulances, Lucy Harris, infirmière au commissariat central, se figea sur place lorsque son regard se posa sur Hélène. La reconnaissance la submergea comme une vague. Sans un mot, elle courut et serra fermement la femme brisée dans ses bras, comme si elle enlaçait une sœur qu'elle croyait perdue à jamais. « Hélène. Je suis Lucy, tu te souviens ? Du commissariat. Tu es en sécurité maintenant. Ton fils, il va bien. Il t'attend. » Hélène ne parvenait pas à retrouver sa voix, mais les larmes coulaient librement, coulant sur son visage comme si son corps comprenait enfin que le cauchemar prenait fin. À l'arrière d'une ambulance en attente, Martin était assis, blotti dans une couverture, les yeux écarquillés, son petit corps tremblant plus d'émotion que de froid. Dès qu'il aperçut sa mère sur un brancard, tout autour de lui se brouilla. « M. » Son cri glaça tout le monde. Il transperça la nuit comme du verre brisé. Hélène remua. Faible et désorientée, la tête tournée vers le bruit. Instinctivement, elle tendit la main, les doigts tremblants. « Je suis là, Martin, halta-t-elle. » Henri prit le garçon dans ses bras et le déposa délicatement sur le brancard à côté de sa mère. Martin lui serra la main d'une poigne si forte qu'elle lui fit pâlir les jointures. « Ne pars plus, maman, » murmura-t-il, les yeux remplis de peur. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle. « Tu as été si courageux, Martin. Tu m'as sauvé. » Cette nuit-là, les noms des 3 autres victimes furent confirmés, Lisa Morris, Sandra Bennett et Isabella Rhodes. Toutes 2 avaient disparu au cours des 2 derniers mois. Leur signalement de disparition figurait dans un dossier inactif, qui hantait Henri depuis des semaines. Une affaire qu'ils appelaient l'écho du silence. Mais à présent, ce silence était rompu. Et tous les chemins pointaient vers un seul homme, Julian Fields, propriétaire de la maison du numéro 17. « Où est-il » demanda Henri. Raymond secoua la tête. « Parti. La maison était vide quand nous sommes arrivés. Il a dû s'échapper pendant le chaos. Il n'a pas pu aller bien loin. Boucler la zone. Chaque route, chaque ruelle. Je veux des points de contrôle. Fouiller chaque voiture. » Aux premières heures de l'aube, les recherches s'étaient étendues vers l'est, en direction du cimetière abandonné et de son quartier d'entrepôt en ruine. C'est alors qu'ils les aperçurent, des empreintes fraîches, gravées dans le sol humide, devant l'un des bâtiments abandonnés depuis longtemps. « Il y a quelqu'un à l'intérieur », a déclaré un officier, le faisceau de sa lampe de poche captant les traces. L'unité tactique encercla le bâtiment avec une précision silencieuse. Une porte fut enfoncée et une silhouette surgit, hurlant de manière incohérente et brandissant un couteau en l'air. « On ne peut pas tous les sauver. » Il frappa sauvagement, mais n'alla pas loin. Un coup violent venant de derrière le fit tomber à genoux, où les menottes claquèrent rapidement autour de ses poignets. Henri s'avança, mâchoire serrée. « Julian Fields. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, torture, agression et suspicion de trafic d'êtres humains. » Le visage de Julian était maculé de sueur et de poussière, ses yeux étaient dérangés. Mais un sourire tordu s'étirait sur ses lèvres. « Tu crois que ces femmes étaient les seules » cracha-t-il. « Ce n'est qu'un début. »« De quoi diable parles-tu » demanda Henri. Les yeux de Julian brûlaient d'une joie démente. « Il y en a d'autres. Des sous-sols. Partout à New York. Des centaines. Tu viens d'en trouver un. » Raymond devint pâle comme un fantôme. « Il bluffe peut-être. »« C'est possible » répondit Henri d'un ton sombre. « Et s'il ne l'était pas ?» Alors que Julian était traîné vers un croiseur qui l'attendait, il tourna la tête en arrière une dernière fois et siffla « Tu ne les sauveras jamais tous. » Au commissariat, un poids nouveau pesait sur l'équipe. Les paroles de Julian résonnaient comme du poison dans tous les couloirs. Plus personne ne plaisantait. Et tous regardaient Martin avec une sorte de révérence. À l'infirmerie, Lucie s'assit à côté de lui tandis qu'il sirotait du porridge, ses petites mains tremblant autour de la cuillère. « Tu sais, » dit-elle doucement, « si ce n'était pas pour toi, ta mère serait peut-être encore là-bas. » Martin ne répondit pas. Il garda les yeux baissés. « Tu avais peur » demanda-t-elle doucement.
Il hocha la tête. Oui. Mais maman m'a dit que si je n'essayais pas, personne ne nous retrouverait. Raymond entra et posa un coffre à jouets sur la table. Martin leva les yeux. Pour la première fois, une lueur revint dans ses yeux. Personne ne te fera plus de mal, dit Raymond fermement. Tu as fait quelque chose que même les hommes adultes ont peur de faire. Pendant ce temps, Henri fixait un mur désormais tapissé de cartes, de photos et de lignes rouges reliant les points. L'enquête ne faisait que commencer. Nous ouvrons ce dossier plus largement, a-t-il déclaré lors d'une réunion d'urgence. Julien ne travaillait pas seul. Et cela pourrait être plus important que nous l'imaginions. Sophia hocha la tête. Je vais rassembler tous les rapports de disparition des 5 dernières années. Il nous faut des schémas. Former une force opérationnelle, ordonna Henri. Nous appellerons cela l'opération le silence brisé. Raymond croisa les bras, fixant le tableau. Combien d'autres enfants comme Martin devront-ils encore hurler pour se taire avant qu'on les écoute enfin? Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dehors, des flocons de neige tombaient, recouvrant la maison 17 d'un calme discret et trompeur. Le ruban jaune claquait au vent froid, isolant un lieu autrefois fréquenté par des monstres. Mais au sous-sol, la lumière du jour filtrait à travers un mur fissuré. Pour la première fois, l'obscurité n'était pas seule. Pourtant, les paroles de Julien hantaient Henri, il y a plus. Le lendemain matin, la salle de commandement vibrait de tension. Enquêteurs, analystes et responsables tactiques s'y pressaient. Henri se tenait devant un écran numérique, parcourant les images de surveillance, les dossiers financiers et les dossiers de Julien. Ce n'est pas tout, a déclaré Henri. Des virements bancaires le relient à des comptes offshore en Colombie, au Guatemala et en Équateur, des hauts lieux du trafic d'êtres humains. Nous pensons qu'il a bâti ce réseau alors qu'il travaillait comme routier transfrontalier. Sophia a ajouté, les relevés téléphoniques indiquent 23 appels vers un numéro masqué. Toujours entre minuit et 3 heures du matin. Des images, demanda Henri. Evan appuya sur son ordinateur portable. Une vidéo granuleuse en noir et blanc apparut. Chaque premier lundi du mois, à 3 heures du matin, un camion s'arrête devant la maison 17. Aucun conducteur n'en sort. Le haillon arrière s'ouvre. Puis se referme. C'est tout. Une plaque d'immatriculation, demanda Henri. Faux, confirma Evan. Henri hocha la tête d'un air sombre. Il avait des partenaires. L'équipe est retournée à la maison 17, cette fois avec des scanners sismiques, des chiens cadavres et des outils d'imagerie souterraine. Lucie les a rejoints, portant des gants épais et une veste pourtant froid. Tu es sûr de vouloir être ici, demanda Henri. Personne ne connaît ce garçon mieux que moi, dit-elle. S'il a oublié quelque chose ici, je veux le retrouver. Le scanner a émis un bip au-dessus de la chambre de Julien. Il y a un vide en dessous, a expliqué un technicien. D'environ 1,5 m de profondeur. Raymond tapota le sol. Creux. Ouvrons-le. Après près d'une heure de fouille et de découpe, ils découvrirent une autre trappe, soudée cette fois. Lorsqu'ils la franchirent, l'odeur les frappa comme une vague. À l'intérieur se trouvait un espace étroit et sombre de 4 mètres carrés. Et tous les secrets qui se trouvaient à l'intérieur commençaient tout juste à faire surface. À l'intérieur du bâtiment, aucun signe de vie. Mais ce qu'ils découvrirent fut bien plus effrayant. Au centre de la pièce se dressait une vieille table en bois, dont la surface était encombrée d'épais dossiers en papier craft, de photographies inquiétantes de femmes ligotées et les yeux bandés, et d'un appareil photo numérique posé, menaçant, sur ce chaos. Sous la table, une valise était entr'ouverte. Son contenu était terrifiant, des mèches de cheveux, de vieilles brosses à cheveux, des cordes enroulées, des crayons cassés et une poupée en tissu en lambeaux dont le ventre avait été grossièrement éventré. Lucie tituba en arrière, le souffle coupé, les mains tremblantes. Non, c'est impossible. Sophia, déjà mobilisée avec une détermination machinale, ouvrit l'un des épais dossiers. À l'intérieur se trouvait une liste méticuleusement compilée, des noms de femmes la plupart âgées de 18 à 35 ans accompagnés d'adresses, de numéros de téléphone et de notes manuscrites dérangeantes. Des mots comme « savoureux »,« résistant » et « livré » étaient griffonnés dans les marges, d'une écriture irrégulière et hâtive. Evan se tourna vers le coin et vomit violemment, incapable de contenir sa nausée. Raymond joignit les mains derrière sa nuque, les yeux fermés, comme pour effacer ce qu'il venait de voir. Combien de ces noms correspondent aux personnes disparues de notre base de données, demanda Henri.
Sa voix était tendue, presque brisée sous le poids de ce qu'ils avaient découvert. Sofia parcourut la liste du regard. Au moins 12. Mais 5 noms ne figurent dans aucun rapport. Ils n'ont même jamais été portés disparus. Nous devons prévenir les proches, immédiatement. Et la caméra, demanda quelqu'un derrière elle. On l'envoie à la police scientifique, répondit Sofia d'un ton sombre. Henri se redressa, la colonne vertébrale raidie, l'expression figée. Ce n'est plus le crime d'un seul malade, dit-il. Cela fait partie d'un système. Ce soir-là, le jeune Martin était assis dans une modeste chambre du centre d'accueil pour enfants, les jambes pendantes au bord d'un petit lit. Lucie apporta des vêtements propres, une assiette de biscuits et une tasse de lait chaud. « Tu veux revoir ta mère » demanda-t-elle doucement. Le visage du garçon s'illumina, ses yeux emplis d'un espoir fragile. Il hocha la tête. Lucie s'accroupit à côté de lui, caressant doucement ses cheveux. « Promis. Tout est en train d'être arrangé. Encore un peu de temps, d'accord ?» Martin baissa la voix. « Cet homme a dit à ma mère qu'il y avait d'autres sous-sols. » Lucie se figea, le cœur battant la chamade. « Qui lui a dit ça ?»« Julien, » murmura Martin. « Il a dit que ma mère n'était pas la seule. Il a dit qu'il y en avait d'autres. D'autres endroits. » Lucie lui serra la main. « Tu es courageux, Martin. Et tu as raison. Grâce à toi, on va les retrouver. » De retour au commissariat, l'équipe d'analyse des données a travaillé toute la nuit, poussée par l'adrénaline et l'horreur. Elle a téléchargé toutes les images de l'appareil photo numérique récupéré dans le sous-sol caché de Julien, établissant ainsi une carte de connexion complexe. 3 nouveaux lieux sont apparus, des sites potentiels où des victimes avaient été détenues. Il y a une maison abandonnée à Harlem, rapporta Evan. Julien l'a louée sous un faux nom il y a 3 ans. Il y a un entrepôt dans le sud du Bronx, ajouta Sofia. Il est loué au mois, payé en liquide sur un compte lié à Logan Archer et il est connu pour ses liens avec un réseau de trafiquants sud-américains. Raymond fronça les sourcils. Et le 3e ? Henri tapota un dossier. Une vieille usine près de Hindpoint. Aucun propriétaire répertorié depuis 2015, mais il y a eu de l'activité. Lumière la nuit. On n'attend plus. On les perquisitionne tout au ce soir. À 3 heures précises du matin, des équipes coordonnées ont pris d'assaut les 3 sites. À Harlem, la police a découvert une fosse commune cachée derrière la propriété. 3 corps en décomposition aux 3 femmes qui avaient tout simplement disparu du monde sans laisser de traces. Dans l'entrepôt du South Bronx, il n'y avait personne. Mais ce qu'ils découvrirent était presque aussi monstrueux, des étagères et des étagères de cassettes vidéo. Des centaines d'heures d'enregistrement de violence. À Hindpoint, l'équipe du SWAT pénétra dans l'ancienne usine. L'odeur de pourriture et de moisissure les envahit instantanément. Dans une sombre chambre souterraine, ils découvrirent 2 femmes à peine vivantes. Ligotées et bâillonnées, leurs membres décolorés par des ecchymoses et gonflés par un long confinement. « Ils respirent » a crié un policier. « Appelez les ambulances, tout de suite. » Au matin, la ville était sous le choc. Toutes les chaînes d'information diffusaient des informations de dernière minute. Les gros titres criaient sur les écrans, un garçon de 5 ans dénonce un réseau de trafic d'êtres humains à New York. Sous le texte en gras, une photo de Martin apparaissait. Il se tenait solennellement, vêtu d'un manteau de laine beige, devant le commissariat. Son regard était fixe, mais d'une tristesse déchirante. En regardant la retransmission en direct, les yeux d'Henri brillaient de larmes retenues. Il se tourna vers Raymond. « On ne s'arrêtera pas, dit-il. Pas tant qu'il n'y aura plus d'Hélène enfermée dans les sous-sols. Plus d'enfants frappant à nos portes, implorant qu'on les entende. » Cette même nuit, profitant de l'obscurité, une unité tactique se mobilisa vers une cible nouvellement confirmée, une vieille propriété près de Sleepy Hollow. L'adresse avait été relevée grâce aux données GPS dissimulées dans les effets personnels de Julian Fields. Des dizaines d'agents en gilet pare-balles et tenues de nuit évoluaient tels des fantômes sous les arbres. Le domaine se dressait dans le silence, ses fenêtres sombres, ses secrets profondément enfouis. Il y a du mouvement à l'intérieur. Le courant est rétabli, murmura Raymond dans sa radio, derrière un arbre. Prêt ? La voix d'Henri résonna dans l'écouteur. Prêt. Exécuté. Les portes de fer explosèrent vers l'intérieur lorsque le camion blindé de plomb fonça. Des cris éclatèrent. Nip. À terre.
Haut les mains. Le silence se brisa. À l'intérieur de la maison, le chaos régnait, des pas résonnaient, des voix hurlaient, couraient. C'est la police. Henri mena la charge, enfonçant la porte d'entrée à coups de pied. Le salon était un désastre, meubles renversés, murs couverts de notes, de noms et d'heures. Le sol était taché de sang. L'air était chargé de l'odeur métallique de la douleur. Fouillez chaque pièce. Raymond a plaqué un homme qui tentait de s'enfuir par la fenêtre d'une chambre. Silence. Police. Dans la cuisine, Lucie et Sophia ont trouvé 3 grands sacs en plastique remplis de provisions, identiques à ceux trouvés dans le sous-sol de Julien. Des conserves, de l'eau en bouteille, des serviettes. Les gars, entrez ici, cria Lucie, alarmée. Henri entra, les yeux plissés à la vue d'une table en bois bancal. Il remarqua les planches bombées sous un épais tapis. Il y a quelque chose là-dessous. Raymond retira le tapis, révélant une trappe métallique. Il va falloir l'ouvrir, dit Evan. Vieille serrure. Henri hocha la tête. Fais-le. Le broyeur hurla en déchirant l'acier. Une odeur nauséabonde monta, épaisse et nauséabonde. Oh mon Dieu, s'exclama Sophia. C'est quoi cette odeur? Raymond jeta un coup d'œil à la lampe torche. Un escalier étroit et délabré menait dans l'obscurité. J'y vais, dit Henri en sortant son arme. J'arrive aussi, dit Lucie d'un ton ferme. Ils auront peut-être besoin d'aide médicale. Pas à pas, ils descendirent dans l'abîme. Plus ils s'enfonçaient, plus l'air devenait froid et lourd. Au fond se trouvait une chambre en béton, plus grande que prévu. 4 grandes cages en fer bordaient le mur. À l'intérieur, des êtres humains. Des silhouettes décharnées se recroquevillaient dans les coins, les membres liés, les yeux écarquillés et insensibles. Des gémissements s'échappaient de leurs lèvres sèches. Je suis infirmière, dit Lucie en se précipitant. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous sommes là. Une femme s'est effondrée, la voix brisée. Aidez-nous, s'il vous plaît. Henri a brisé les serrures de la cage. Evan et Raymond ont aidé à sortir les victimes. Depuis un mur du fond, Sophia a crié « J'entends des pleurs ». Elle a forcé une petite porte en bois. À l'intérieur se trouvait une fille d'une dizaine d'années, immobile. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage était strié de larmes séchées. « Elle est vivante » s'écria Lucie. « Appelez une ambulance. » Raymond a communiqué par radio, la voix tendue. 5 victimes. État critique. Nous avons besoin de civières et de renforts. Pendant l'heure qui suivit, les secours continuèrent. La foule se rassembla en silence tandis que les ambulanciers arrivaient avec des brancards. Lucie s'affala sur les marches, trempée de sueur, les mains maculées de sang séché. Elle murmura « Combien d'autres comme ça ?» Henri se tenait à côté d'elle, le visage marqué par le chagrin. « Je ne sais pas. Mais nous continuerons à chercher. Nous ne nous arrêterons pas. » Raymond s'est approché, tenant un téléphone portable usé récupéré auprès du suspect. Juste au moment où nous avons franchi la porte, quelqu'un a envoyé un message depuis ce téléphone. Il disait « Ils arrivent. » Effacez tout. Le visage d'Henri se durcit. Ils nous observent. Ils sont coordonnés. Sophia intervint. Il faut que toutes les adresses liées à ce téléphone soient localisées. Cartographiez-les. Tout de suite. Lucie regarda la porte du sous-sol, toujours entr'ouverte, comme si elle pouvait engloutir le monde entier. Et la caméra sur la table, demanda-t-elle. Et la chasse continua. En cours de décryptage. L'équipe technique affirme qu'il pourrait contenir des preuves cruciales. De retour au commissariat, dans la salle de surveillance faiblement éclairée, l'atmosphère était tendue. L'air vibrait faiblement du bourdonnement des machines et d'une urgence murmurée. Sophia se tenait devant l'écran, le visage figé par une détermination farouche, tandis qu'elle visionnait les images fraîchement extraites de la caméra découverte dans la propriété. L'écran s'alluma. La vidéo montrait Julien, plongé dans l'ombre, parlant à un homme vêtu de noir. Le visage de l'homme restait caché, sa voix basse et contrôlée, presque calculée. New York n'est qu'une escale. Faisons table rase avant le mois prochain. La police s'intéresse de plus en plus à ce garçon, un sale gosse. Malgré tout, il pourrait bien finir par révéler plus de choses que je ne le pensais. La vidéo est devenue noire. Raymond laissa échapper un long soupir.
Martin. Ce n'était pas un hasard. Il savait que le gamin était vivant. La mâchoire d'Henri se serra, ses poings se crispèrent avec une fureur contenue. Il la sous-estimait. Ce sale gosse vient de démanteler tout leur réseau. Pendant ce temps, au centre de soins, le monde était plus calme. Martin était assis en tailleur à une table, entouré de crayons. Ses petites mains bougeaient avec précaution, coloriant le soleil jaune sur le dessin d'une maison. Sur l'image, une femme enlaçait un enfant sous un ciel bleu clair. Lucie entra discrètement et s'installa à côté de lui. « Qu'est-ce que tu dessines, Martin ?» Il ne leva pas les yeux. « Une nouvelle maison. Avec ma mère dedans. » Elle sourit doucement. « Tu aimes la couleur jaune ?» Il hocha la tête. « C'est le soleil. » Il n'y avait pas de soleil au sous-sol. Mais ici, il y en a. Lucie cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Je te le promets, Martin. Je veillerai à ce que tu ne sois plus jamais privé de soleil. » De l'autre côté de la ville, Henri tapait son rapport, les derniers mots d'une bataille loin d'être terminée. Le dossier sur son bureau portait une nouvelle étiquette, Martin Gardner, informateur clé. Je ne suis plus un enfant anonyme. Je ne suis plus seul. Alors qu'il s'arrêtait pour regarder par la fenêtre, les premiers rayons dorés du matin atteignirent le sommet des vieux immeubles new-yorkais. C'était symbolique. Ce n'était que le début. La véritable guerre ne faisait que commencer. Julian Fields était en garde à vue, transféré dans un établissement de haute sécurité sous haute surveillance. Il n'opposa aucune résistance. Au contraire, il semblait savourer l'instant. Calme. Maîtrisé. Souriant. Ce sourire, vif et glacial, envoya une vague de froid parmi les officiers qui l'entouraient. Ses poignets étaient ceints de menottes en acier qui brillaient sous les phares du fourgon. Malgré ses genoux meurtris par la bagarre et le sang séché sur ses jointures, Julian affichait un air de défi suffisant. Il avait l'air d'un homme qui croyait encore avoir le dessus. Raymond agrippa le volant du véhicule de transport, les yeux rivés sur Julian à travers le rétroviseur. « Ne bouge pas. Un seul mot de travers, et tu regretteras de t'être arraché la langue. » Julian gloussa d'une voix douce et venimeuse. « J'ai déjà avalé pire, lieutenant Owens. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai l'intention de me montrer coopératif. Alors tais-toi. » Julian appuya sa tête contre la paroi métallique du van, toujours aussi décontracté. « Tu sais ce qui est drôle. » Raymond fronça les sourcils. « Quoi ? » « Ce gamin, Martin. Vous vous comportez tous comme un héros. Mais ce n'est qu'une mouche qui s'est accrochée à la toile. Quelle chance, vraiment. La plupart des mouches n'en sortent pas vivantes. Mais celle-là. » Il claqua la langue. Il a tout emmêlé. Impressionnant, vraiment. Raymond serra le volant. Sa mâchoire se crispa. Mais Julian continua. « Tu crois que m'arrêter changerait quelque chose ? Je ne suis qu'une branche. Le vrai problème est plus profond. Ce qui compte, ils ne t'ont même pas remarqué. Assez. Tu es sûr de ne plus vouloir en entendre parler ? » La voix de Julian se réduisit à un murmure esséurant. Je me souviens de chaque cri. De chaque hurlement. De chaque fille. Raymond s'exclama sèchement, se retournant et pointant un doigt sur le front de Julian. Tu n'es qu'une ordure en costume. Tu ne vaux même pas mon souffle. Julian sourit. Alors pourquoi parles-tu encore ? Plus tard, dans la salle d'interrogatoire austère, Julian était assis, menotté à une chaise en acier, sous une lumière blanche crue. En face de lui, Henri entra sans uniforme, juste une chemise blanche aux manches retroussées, le regard cerné par l'épuisement et une rage enfouie. Julian l'accueillit avec ce même sourire troublant. « Ah, inspecteur. Pas de paperasse aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on s'en sort du scénario. » Henri ne répondit pas. Il ouvrit l'épais dossier et disposa méthodiquement photo après photo aux victimes, cicatrices, traumatismes, toute l'horreur exhumée des sous-sols du domaine. Julian regarda les photos avec une étrange révérence. De magnifiques clichés. Je les connais tous. Leurs noms, leurs visages. Je me souviens de leur respiration. Tu veux que je te raconte ? Henri frappa la table d'un coup sec, la voix tremblante. Ferme-la. Julian ne broncha pas. Il continua de sourire, jusqu'à ce qu'Henri lâche la dernière photo. Une fillette de 10 ans.
Elle s'appelait Anna. La dernière enfant retrouvée dans un sous-sol secret à Torajon. Sa mère avait été dupée et avait été amenée à la lui livrer par un homme prétendant lui proposer un entretien pour une bourse. C'est la fille d'une assistante sociale, dit Henri froidement. Sa mère est actuellement internée en hôpital psychiatrique. Elle a perdu pied après avoir perdu son enfant. Henri se pencha, la voix basse et sèche. Je te le repose. Combien y a-t-il de sous-sol? Julien ferma les yeux. Au moins 14 ans. Derrière le miroir sans teint, Raymond frappa du poing sur la vitre. Bon sang. Henri essaya de garder son calme. Où sont-ils? Julien haussa légèrement les épaules. Je ne sais pas. On travaille par niveau. Compartimenté. Chaque joueur ne voit qu'une partie du réseau. C'est comme ça qu'on survit. Alors dis-moi qui est au centre. Julien ouvrit les yeux, plus froid que jamais. Je pourrais. Mais pas gratuitement. Henri haussa un sourcil. Tu crois que c'est une négociation? Julien se pencha en avant, la voix basse. Je veux être protégé. Je te donne mon nom, assure-toi que je survive. Henri se leva. Tu as une nuit pour décider. Pendant ce temps, au centre de soutien, Lucie examinait les dossiers médicaux des derniers sauvetages. Les diagnostics étaient accablants, malnutrition sévère, traumatisme, fragmentation de la mémoire. Beaucoup d'enfants ne reconnaissaient plus leur propre famille. Martin était assis dans son coin habituel, crayon à la main, mais ses mouvements étaient saccadés. Quelque chose avait changé. Martin? Lucie s'approcha doucement. Pas de réponse. Elle regarda par-dessus son épaule. Il dessinait un sous-sol, une trappe et quelqu'un ligoté à l'intérieur. Tu te souviens de quelque chose de nouveau? Demanda-t-elle. Il hocha la tête, les lèvres scellées. Est-ce un endroit différent? Il ne dit rien, il désigna simplement la fenêtre, vers la rue tranquille de la ville au-delà. Il y a plus, murmura-t-il. Et le web a commencé à s'effondrer. Nous venons de localiser Sullivan, a déclaré Henri à Julien depuis la salle d'observation. Le rire de Julien résonna. Et alors? On se coupe un bras, et l'autre repousse. Raymond s'avança. Faux. On détruit un système en réveillant la ville. Et la ville s'est réveillée maintenant. On ne détourne plus les yeux. Pour la première fois, le sourire de Julien s'effaça. Et, pendant cet instant fugace, la peur s'insinua dans son regard. Plus tard dans la journée, à travers le pays, la voix du présentateur de RTVE a éclaté à la télévision nationale. Une opération coordonnée de 72 heures menée par le NIP, en collaboration avec Interpol, a permis de démanteler l'un des réseaux de traite d'êtres humains les plus avancés du continent américain. 21 femmes et enfants ont été secourus. Tout a commencé avec un petit garçon de 5 ans, Martin Gardner, qui a apporté une pétition manuscrite au commissariat. Chaque jour. Pendant 2 mois. Henri regardait l'émission depuis son bureau, une tasse de café froid à la main. Lucie entra discrètement, déposant une photo devant lui. On y voit Martin serrant sa mère dans ses bras, les yeux fermés, les lèvres retroussées dans un sourire faible mais réel. Ce garçon a sauvé une ville, a-t-elle déclaré. Henri ne leva pas les yeux. Non. Ce garçon a sauvé quelque chose de bien plus grand. Il a sauvé le système auquel nous avions cessé de croire. À l'extérieur du centre, Martin et sa mère, Hélène, étaient assis sur un banc de pierre et regardaient le soleil descendre sur l'horizon de New York. Où allons-nous, maman? Demanda Martin. Vers un endroit ensoleillé. Une vraie maison. Une école. Un endroit où personne ne t'enfermera plus, dit Hélène d'une voix tremblante. Elle serra fermement sa petite main. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Ils étaient assis en silence, mais ce n'était pas vide. C'était paisible. C'était le matin, même au coucher du soleil. L'obscurité s'était brisée. Un nouveau jour avait commencé. Dans la chambre d'hôpital 203, Hélène se reposait sous un dé de fleurs et de cartes de remerciement. Le silence avait été autrefois étouffant. Mais aujourd'hui, quelqu'un a ouvert la porte. Et le bruit de petits pas le brisa à jamais. Hélène. La voix de Lucie était douce, à peine plus qu'un souffle. Hélène se tourna vers le bruit, la vue vacillante. Et puis, à travers le flou, elle le vit. Un petit garçon,
debout juste derrière Lucie, tenait un humble bouquet de marguerites et de fleurs sauvages. Ses yeux étaient timides, écarquillés par l'émerveillement et la peur, mais ils brillaient d'espoir. Dès que leurs regards se croisèrent, Hélène en eut le souffle coupé. « Martin » halta-t-elle. « Maman » murmura-t-il. Puis il courut. Telle une flèche décochée par un arc, Martin se jeta dans ses bras. Sa silhouette frêle heurta son corps affaibli, et ils s'accrochèrent l'un à l'autre comme des survivants d'une tempête. Hélène tomba à genoux tandis que des sanglots éclataient non pas de peur ou d'angoisse cette fois, mais d'une libération incontrôlable. « Mon bébé. Tu es vivant. Tu es vraiment vivant. » Martin enfouit son visage dans son épaule, la serrant plus fort. J'avais peur que non. Derrière eux, Lucie se détourna, essuyant tranquillement les larmes de ses joues. Hélène serra le visage de son fils dans ses mains et embrassa ses cheveux ébouriffés. « Je suis vraiment désolé, Martin. Je n'ai pas pu te protéger. » Mais le garçon secoua la tête, la voix ferme malgré son âge. « Non, maman. Je t'ai sauvé. » Cet après-midi-là, les regards du monde entier se tournèrent vers New York. Les flashs des appareils photo s'allumèrent, les journalistes des principaux médias remplissaient l'auditorium. À la tribune se tenait le secrétaire américain à l'intérieur, entouré des inspecteurs Henry Ramsey, Raymond Owens et Sophia Newton. Derrière eux, un imposant écran LED s'illuminait avec une image désormais emblématique, un jeune garçon dans le couloir d'un hôpital, tenant un petit bouquet, souriant avec des larmes encore brillantes dans ses yeux. Nous sommes ici pour annoncer le démantèlement officiel du plus grand réseau de traite d'êtres humains découvert aux États-Unis depuis plus de 2 décennies, a commencé le secrétaire. 29 arrestations. 23 victimes secourues. 8 d'entre elles étaient des enfants. Elle s'arrêta. Tout a commencé avec un petit garçon de 5 ans qui est venu au commissariat tous les jours pendant 2 mois, avec un simple mot, « Sauver ma mère ». Elle est au sous-sol. Le silence s'abattit sur la pièce. Henri s'approcha ensuite du podium, la voix lente et résonnante. Au cours de ma vie, j'ai vu de nombreux cas. Mais jamais je n'ai été témoin d'un tel courage. Tandis que les adultes tournaient le dos, doutaient ou détournaient le regard, un enfant de 5 ans frappait à la porte de l'espoir. Chaque jour. Jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Il jeta un coup d'œil à l'écran. C'est le plus petit des héros. Mais son cœur est peut-être le plus grand d'entre nous. Ce soir-là, Times Square s'est transformé en une mer de lumière et d'applaudissements alors qu'une petite cérémonie se déroulait pour honorer le groupe de travail de la police et l'enfant qui a rendu tout cela possible. L'événement, diffusé en direct par RTV, a paralysé la ville. Une chaise pour enfants était placée au centre de la scène. Henri s'accroupit à côté, offrant le micro au garçon. « Martin, dit-il doucement, voudrais-tu dire quelque chose ?» Martin jeta un coup d'œil à la foule, puis se pencha vers le micro, sa voix douce mais inébranlable. « Je voulais juste sauver ma mère. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais vraiment peur. Mais si je n'y allais pas, qui le ferait ?» Les applaudissements ont fusé comme le tonnerre. Certains dans la foule ont pleuré. Une voix a crié « Quel courage, Martin !» Puis vint la présentation. La secrétaire elle-même s'agenouilla devant lui et lui passa une petite médaille d'honneur autour du cou. Sur celle-ci était gravé « Un cœur plus grand que le monde ». Pendant ce temps, à Riker Island, dans une cellule de haute sécurité, Julian Fields était assis seul. Ses poignets étaient entravés, ses yeux étaient creux. Un garde s'est approché. Ordre de transfert. Julian leva les yeux. Où ? ADX Florence. Isolement cellulaire. Pas de lettre. Pas de visite. À perpétuité. Julian eut un rire sec et amer. Et les enfants ? Ils pleurent après moi. Le garde ne broncha pas, non. Mais ton nom sera maudit pendant 10 générations. Sans un mot de plus, Julian fut emmené dehors. Sans fanfare. Sans réseau. Plus aucune voix. Juste un homme disparaissant dans le silence qu'il imposait autrefois aux autres. Le lendemain matin, Sophia entra dans le bureau d'Henri avec un dossier à la main. Nous avons encore 17 victimes qui restent non identifiées. Henri leva les yeux de ses notes. Interpol a été prévenu ? Oui. Nous pensons que certains pourraient venir de Colombie, du Guatemala et des Philippines. Passer clandestinement par des voies offshore. Raymond est arrivé avec du café. Et ceux qui les ont aidés à l'intérieur.
Le regard d'Henri se durcit. Sullivan a nommé 3 anciens membres du Congrès. Ils étaient payés pour protéger des cliniques illégales et étouffer les plaintes. Sophia a ajouté, la procureure Maria Wilson a émis des mandats d'arrêt d'urgence. Raymond sourit. On dirait qu'on n'est plus seul dans cette situation. Henri hocha la tête. Le système se réveille. Plus tard dans la journée, Hélène et Martin découvrirent une modeste maison de White Plain. Elle avait des fenêtres ensoleillées, une cuisine conviviale et un petit jardin à l'arrière. C'était tout ce dont Hélène avait rêvé et qu'elle n'aurait jamais cru revoir. Bouleversée, elle serra la main de son fils. C'est la maison. Lucie, debout sur le seuil, hocha la tête. Oui. C'est à toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Il y a même une école de cuisine à proximité, si jamais tu as envie de prendre un nouveau départ. Hélène rit à travers ses larmes. Après des années dans le noir, je vais enfin apprendre à faire de la lumière. Martin se précipita dans une petite pièce et cria, des livres. Un bureau. Et un chevalet à dessin. Lucie sourit. Voilà la vraie lumière. Cette nuit-là, sous la douce lueur d'une lampe de bureau, Martin coloriait paisiblement. Hélène, assise à côté de lui, l'observait. « Es-tu en colère contre moi ?» demanda-t-elle doucement, « parce que je ne t'ai pas protégé. » Martin marqua une pause. Puis il leva les yeux et secoua la tête. « J'avais juste peur que tu ne te réveilles pas. » Hélène le serra contre elle et l'embrassa sur le front. « Je suis réveillée maintenant. Grâce à vous. Et à Madame Lucie. Et à Monsieur Henri. Et à Raymond. Ils sont bien, dit Martin. Demain, je les dessinerai. Et cette maison aussi. Mais je vais dessiner encore une feuille. Pourquoi? Pour que quelqu'un d'autre le sache. Un bout de papier peut aussi sauver sa mère. Hélène le serra fort dans ses bras, incapable de parler. Dans une salle silencieuse de l'hôtel de ville, le maire a signé une résolution connue sous le nom de loi de Martin, un mandat exigeant que tous les services de police enquêtent de manière approfondie sur les signalements de parents disparus déposés par des enfants, même s'ils ne sont pas accompagnés. Dans une nouvelle école primaire près de chez eux, Martin a intégré la classe de CPB. Pour son premier jour, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un sac à dos bleu vif, il a choisi le bureau près de la fenêtre. « Pourquoi là-bas » demanda le professeur. Martin a souligné, « Comme ça, je peux voir si quelqu'un a besoin d'aide de loin. » Cette semaine-là, son professeur, Madame Robbins, le présenta avec un sourire chaleureux. Martin est notre animateur artistique cette semaine. Il nous aidera à comprendre ce que signifie écouter, même lorsque les autres restent silencieux. Martin rougit. Il n'aimait pas être traité de héros. Il voulait juste protéger sa mère et s'assurer que personne d'autre ne vive dans l'ignorance. Pendant la récréation, un garçon nommé Matthew lui a demandé doucement, « Est-il vrai que tu as sauvé ta mère d'un mauvais endroit ?» Martin haussa les épaules. « Non. J'ai juste donné le journal. La police l'a sauvée. »« Mais tu n'as pas abandonné ?» ?»« Je ne pouvais pas. Si j'arrêtais, elle serait oubliée. » Matthew hocha la tête. « Je n'oublierai pas non plus. » Au palais de justice de la ville s'est ouvert le plus grand procès d'un réseau international de trafic d'êtres humains de l'histoire moderne des États-Unis. Julian Fields, Victor Sullivan, Logan Archer, et d'autres. La salle d'audience était pleine à craquer. La procureure Maria Wilson a tenu bon. Nous ne jugeons pas seulement des criminels. Nous démantelons un système qui pensait pouvoir enterrer des femmes vivantes, effacer des enfants de la surface de la terre et taire la vérité grâce à l'argent. Elle a pointé Julian du doigt. Mais un garçon de 5 ans a tout détruit. Ni avec des armes, ni avec la richesse. Avec l'amour. Dans le public, Raymond était assis, les dossiers à la main. Henri regardait droit devant lui, et Lucie tenait la main d'Hélène. Martin était assis entre eux, calme. « Tu n'as plus peur » murmura Hélène. « Non, dit-il. Je veux juste qu'il t'entende le dire. » Hélène a pris la parole. « Je m'appelle Hélène Gardner. J'ai été retenue au sous-sol de Julian pendant plus de 2 mois. J'ai entendu des chaînes. J'ai entendu des pleurs. Je savais que je n'étais pas seul. Mais j'ignorais que mon fils, un petit garçon de 5 ans, se rendait chaque jour au commissariat pour me sauver. » Elle s'est tournée vers les accusés. « Tu as essayé de me faire taire.
Mais tu as réveillé la seule voix que tu ne pouvais arrêter, celle de mon fils. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me cacher. La salle d'audience retenait son souffle. Julien baissa finalement les yeux. 3 semaines plus tard, le verdict a été rendu. Julian Fields, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Victor Sullivan, 40 ans. Logan Archer, 28 ans. Bien saisi. Titre révoqué. Le réseau s'est effondré. Dehors, la foule applaudissait, non pas par vengeance, mais par soulagement. Raymond se tourna vers Henri. Ils ont peur d'un enfant. Henri hocha la tête. Et nous avons finalement réussi à nous rappeler comment écouter.